Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, excusez-moi un peu peut-être de ce petit retard, mais j'ai travaillé jusqu'au dernier moment pour préparer ce numéro très chargé. Nous allons voir. Donc, nous allons d'abord parler d'émergence, le manifeste qu'il faut lire absolument et diffuser largement autour de vous. Nous allons évidemment parler du Covid-19 en plus et des libertés en moins. Nous allons forcément évoquer la barbarie islamiste qui s'approfondit. Et après, c'est ce qui m'a donné beaucoup de travail et malheureusement, je n'ai pas fait le tour du sujet. L'islamo-gauchisme, ce néofascisme. Finalement, comme à l'accoutumée, nous rendrons hommage à des victimes des barbaries. Alors, donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai pas pu vérifier que ça fonctionnait. Excusez-moi un instant. Ah, excusez-moi, il semblerait qu'il y ait un problème de son. Donc je vais essayer de corriger cela. C'est un peu délicat ce soir, excusez-moi. Est-ce que le son fonctionne ? Oui, ça fonctionne ? Ouais. Alors. Ok. Donc, excusez-moi de nouveau. Donc, revenons à Gaston Courtois. Il semblerait que ça marche. Hein, donc, alors, une maxime de Gaston Courtois. Donc, comme à l'accoutumée, je vais un petit peu la caméra. Prévoir et préparer l'avenir est essentiellement le rôle du chef. L'avenir n'est ni entièrement vide, ni entièrement déterminé. C'est sur ce terrain du possible que le chef doit imaginer et par avance construire. Voilà vraiment exactement ce qu'un P6C, ce que j'essaye de faire, c'est justement d'ouvrir un champ de possibles et de prévoir un avenir et justement d'avoir un avenir bonifié, souhaitons-le, dans ces temps sombres. Alors, tout d'abord, une actualité, je dirais, souriante et je dirais mobilisatrice, puisque le manifeste émergence est disponible. Je vous appelle à le diffuser, à le lire autour de vous. Il détient la clé, vraiment, pour sortir des blocages politiques et des blocages de tout ordre, en définitive, par une voie qui ouvre, pour un prix modique de 3 €, hein, puisque ce qui correspond au coût de production, en définitive. Commandez-le, et c'est vraiment quelque chose qui va permettre, en le diffusant, de changer la donne et de se sortir de cette barbarie qui s'approfondit. Vous pouvez notamment envoyer un mail à contact@1p6r.org pour avoir une commande. Vous aurez évidemment les détails des tarifs sur le site web www.1p6org.org et vous avez ici l'URL du manifeste émergence que vous pouvez également consulter en ligne, mais que je vous conseille de commander la version papier, évidemment, puisque l'idée c'est de le diffuser largement et de sortir des réseaux sociaux.
Si vous voulez vraiment changer le système, parce que vous pensez que ce système est à bout de course et que vous voulez agir, vous pouvez agir, c'est simple, c'est sans risque. Et évidemment, il faut donner un peu de sa personne, donner en l'occurrence un peu d'argent, le diffuser autour de soi. Mais rien ne se fera si les citoyens ne s'engagent pas. Et nous irons irrémédiablement vers la barbarie. Soit il y a une réaction, soit on ira vers la barbarie. D'une manière ou d'une autre. Ne comptez pas sur les sauveurs, j'en ai déjà parlé, et sur les tyrans qui se révèlent. Ils nous feront que nous amener vers d'autres barbaries ou nous propulser dans des barbaries beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Donc commander la version papier, c'est vraiment vital, puisqu'il faut, la version papier c'est 30 pages, c'est facile à lire. Vous pouvez commander et envoyer votre règlement à l'adresse à l'ordre de Luc Laforêt, 1P6R, donc l'ordre d'échec c'est Luc Laforêt, 1P6R, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30, 41 400, Montrichard. Et voilà, et donc l'adresse également pour avoir toutes les informations complémentaires et pouvoir consulter la version en ligne et lire la version en ligne. Ça peut changer la donne parce que c'est ce qui peut permettre de gagner en 2022. Donc c'est pas rien du tout. Ça débloque la situation politique. Tout est expliqué dans un langage très simple dans le manifeste. Commandez-le. Voilà. Donc nous allons rentrer maintenant, je dirais, dans un long tunnel, parce que effectivement l'actualité, et c'est pour ça que je suis en retard, puisque jusqu'au dernier moment, j'ai préparé cette émission. Il y a beaucoup de choses à dire malheureusement et c'est pas fini. Nous sommes qu'au début. Donc Covid-19 déjà pour commencer, donc vous voyez la carte elle est toujours à peu près la même, toujours 188 pays. Elle était actualisée donc ce matin à 8h30. On a dépassé les 45 millions de cas avérés, confirmés, recensés à l'échelle mondiale. Donc on est très au-delà maintenant des 200 000 morts aux États-Unis. On est à 228 668. Donc quel pays où il y a le plus de décès. Suivi du Brésil, à ce triste hit parade avec 158 969 morts. Et l'Inde, 121 090 morts. On notera que sur l'Inde, je ne l'ai pas mis, on ne le verra pas, mais la courbe des contaminations s'infléchit. Elle n'est plus en pente raide ou voire en pente exponentielle comme dans les deux pays précédents. On note que la courbe en Inde s'infléchit et ralentit. Donc ça, c'est plutôt un beau signe, une bonne nouvelle, surtout pour un pays comptant une population si grande. Donc ça, c'est la courbe en orange des cas confirmés. Donc vous voyez, on est toujours dans une première vague, toujours montante à l'échelle mondiale. Il n'y a pas du tout de décroissance. On est vraiment toujours dans une courbe exponentielle pour l'instant. Et la courbe en blanc, c'est la courbe des décès qui, elle aussi, alors c'est pas la bonne échelle, hein, enfin, c'est pas la bonne échelle. Oui, c'est pas l'échelle ici, elle correspond au nombre de contaminations, elle ne correspond pas au nombre de décès. Le nombre de décès global à l'échelle mondiale est de 1 181 321. Pour un nombre de cas de 30 millions, un peu plus de 30 millions de gens guéris. Ce qui nous donne un taux de mortalité de 3,8%, qui est un majorant, mais on voit qu'on s'approche de plus en plus vers la bonne valeur, hein, que j'estime à 1,5% au final. Mais à ce stade, on est à 3,8% de décès pour 100 cas. 3,8 décès pour 100 cas. Les 2 semaines précédentes, nous étions à 3,9, puis 4, des
la décroissance, on voit bien que ça s'aplatit et qu'on est à une mortalité quand même importante. Hein. C'est pas, on est loin de la grippe. Hein. Alors en France, bien, on voit la courbe, hein, toujours en orange, c'est la courbe des contaminations, des cas recensés. Donc là, évidemment, on teste beaucoup plus qu'au printemps. Donc, on voit que la vague du printemps, pourtant qui était considérable, vous voyez, on a l'impression que c'est une vaguelette par rapport à ce qui se passe aujourd'hui quand même. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Bon, là, on ne testait pas non plus. Hein, donc, voilà, c'est à pondérer, évidemment, mais quand même. La courbe, elle est quand même impressionnante. Et puis surtout, on voit la courbe des décès là. Bon, on a eu beaucoup de décès au printemps, évidemment. Donc là, l'échelle, j'ai reporté l'échelle de la courbe blanche, ici à droite. Hein. Donc, on a été sur un plateau à 30 000, environ 30 000 pendant très longtemps. Et puis là, ça y est, la courbe des décès, ça y est, elle remonte. Hein. Là, on a percuté les 35 000. Et nous sommes en fait à 36 058 décès en France. Ça fait 1821 décès depuis l'émission de la semaine dernière. Donc près de pas loin de 2000 personnes décédées du Covid en une semaine. Voilà la situation en France aujourd'hui. Donc c'est... Voilà, je pense que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gens dans leur famille qui sont contaminés. Nous, on a des gens de la famille, effectivement, qui sont contaminés. Et une jeune femme aussi qui n'arrive pas, qui a du mal à s'en sortir, qui a du mal. Alors peut-être ça explique aussi, j'explique souvent que la contamination, que les chiffres français sont un peu bizarres, puisque le nombre de guéris est très inférieur en France à celui qu'on a à l'étranger. Mais peut-être que c'est peut-être les chiffres français qui sont bons. Puis, enfin, je ne sais pas, c'est vraiment une hypothèse, mais moi je connais quelqu'un, et c'est une jeune femme pourtant, et elle a du mal à en sortir. Elle a depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est peut-être pour ça qu'en France, peut-être on les comptabilise vraiment quand ils sont vraiment complètement sortis d'affaires. Et alors que, voilà. Quoi. Bon, ça, je ne sais pas. Enfin, on est loin de la grippette et toutes ces âneries des gourous X et Y qui disaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, etc., etc. Il n'y a pas de deuxième vague. Jugez par vous-même. Revenons un peu à la réalité. Et la réalité, c'est du Covid-19 en plus, et c'est des libertés en moins. Et voilà. Et c'est des libertés en moins, ça commence maintenant par un nouveau confinement, qui est égal à un constat d'échec, nouveau constat d'échec de nos dirigeants, puisque à partir de ce soir, et au moins jusqu'au 1er décembre, eh bien, nous serons confinés de nouveau, y compris dans les départements qui étaient les moins touchés. Donc voilà la situation, on est tous en prison, chez soi, consignés à domicile. Ce qui montre l'incapacité à gérer cette crise autrement que par des limitations drastiques des libertés. Les libertés de déplacement en particulier, mais aussi la liberté d'aller et venir sans masque et sans ce genre de choses. Et cela aussi parce que, constat d'échec, parce qu'il y a une capacité de soins qui est inchangée, voire diminuée. Hein. Enfin, vous avez sans doute entendu comme moi que dans l'Est, à Strasbourg, je crois, il y avait des lits de réanimation qui étaient prévus de supprimer, ils les ont supprimés quand même. Bon, c'est peut-être une information à vérifier, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, au moins une capacité, au moins à changer. Alors qu'ils auraient peut-être pu essayer d'augmenter et de mobiliser en urgence. Il y a des gens qui réclament justement l'intervention de l'armée. Je crains qu'il se fasse beaucoup d'illusions sur les capacités de soins de l'armée, malheureusement. Et qui plus est, du coup, il y a le décret 2020-1262 du 16 octobre 2020, donc qui élargit l'usage du Rivotril dans les EHPAD. Ça veut dire qu'en clair, on va, plutôt que de tenter de soigner
qui n'est pas forcément très évident, hein. Il faut le savoir, puisque plus les gens sont âgés, moins ils peuvent supporter, notamment par exemple l'intubation. Bien en fait, on va orienter les personnes âgées vers une mort accompagnée via l'usage du Rivotril. Voilà la situation. Une des conséquences qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est que le monde d'avant, comme on dit, ne reviendra pas. C'est fini. Vous ne vivrez plus comme nous avons vécu jusqu'ici. Parce que le Covid-19, ce n'est qu'une des barbaries. Ce n'est qu'un des problèmes sanitaires que nous avons rencontrés et que nous allons rencontrer. J'en ai parlé lors de l'émission du 16 octobre, où j'ai expliqué que justement, y compris, enfin, des barbaries, il y en a toutes sortes, il y en a plein, mais y compris dans le domaine sanitaire, le Covid-19 n'est qu'un des problèmes. Il y en a d'autres qui vont arriver. Le monde d'avant ne reviendra pas. Et puis, s'il fallait s'en convaincre, il y a une mesure au Canada où est-ce que voilà, les rencontres entre amis, c'est condamné de 1000 € d'amende. Et qui plus est, ils encouragent à la délation. Donc à dénoncer son voisin, etc., qui rencontrerait des amis ou qui rencontrerait sa famille. Un monde formidable. Vous voulez continuer comme ça? Ben moi non. Et c'est pour ça que je vous engage, j'appelle de nouveau à acheter le manifeste Émergence, à le diffuser surtout autour de vous. Moi je ne gagne pas d'argent là-dessus, c'est juste rentrer dans les frais. 30 €, 3 €, pardon, mais si vous mettez 30 €, vous aurez une dizaine d'exemplaires, eh bien vous pourrez en diffuser autour de vous et vous pourrez peut-être faire qu'on va sortir de ce chemin vers la barbarie et tracer un espoir surtout. Tracer une nouvelle trajectoire et donner un nouvel espoir. Et pas remplacer une barbarie par une autre barbarie. C'est ça qui compte. On peut encore le faire, mais il faut se bouger. Ça, c'est clair. Quelle conclusion on peut tirer de ça aussi? C'est que le système néolibéral est devenu incapable d'administrer le monde qu'il a créé. Dans ce domaine, mais dans le domaine de l'islamisme, c'est la même chose, hein, puisque c'est ce que nous allons voir, mais dans le domaine économique, dans tous les domaines. Ils créent un monde et qui sont incapables d'administrer. Et c'est eux qui l'ont créé, pourtant. Alors, tous les gens qui parlent de théorie du complot, que tout ça, c'est organisé, etc. Mais ils organisent que dalle. Ils sont juste complètement dépassés par la situation. Ce sont des bidevusés, toutes ces histoires de complot et compagnie. Blabla, tout ça. Ça, c'est l'explication universelle. C'est un peu comme Dieu, si vous voulez, quoi. On ne sait pas quoi trouver comme explication à un problème. Eh bien, on a une explication universelle qui répond à toutes les questions. Quelle que soit la question que vous posez, j'ai la même réponse. Dans un cas, c'est Dieu, et là, c'est le complot. C'est juste un anxiolytique. Hein. Prenez du Temesta ou des choses comme ça, ça vous fera le même effet. La théorie du complot, c'est billevesé. Et je vous... Alors, ça ne veut pas dire, comme je dis l'autre fois, ça ne veut pas dire que des complots, ça n'existe pas. Mais dans le cas d'espèces, c'est n'importe quoi. On ne met pas toutes les économies du monde par terre, tous les pays ensemble qui feraient, avec des systèmes aussi différents que les systèmes communistes, etc., dans tous les pays. C'est juste, ça n'a aucun sens. Réfléchissez 2 secondes. Pour ceux qui croient à ces âneries. En revanche, ce qui n'est pas une ânerie du tout, c'est qu'ils sont en train de profiter de cette pandémie et de cette épidémie en France pour détruire les organismes sociaux. Et ça, c'est un risque qui, lui, est bien réel. Parce que là, je vous invite, là, j'ai un tract de la CGT, là, de la CGT, de la Fédération de la chimie, qui explique que, donc là j'ai mis l'URL en haut, hein, je vous invite à aller le voir, c'est assez intéressant. Ils ont fait une étude justement, donc le surcoût de l'offre de soins est de 15,8 milliards d'euros. 15,8. Plus les aides aux entreprises, ça fait 29,2 milliards d'euros.
ce qui fait un total de 45 milliards d'euros de déficit, en équivalent déficit annoncé. Vous vous rendez compte, sur un an, 45 milliards d'euros de déficit. C'est gigantesque. Celui qui répète ça, pour 2021, on est reparti sur le même truc. Voilà. Et ça, pareil pour l'assurance chômage. D'où, ça veut dire qu'ils sont en train de détruire la sécurité sociale. Ils préparent le terrain pour pouvoir mettre les assurances privées en remplacement de ça. Ça, c'est bien une opportunité, par contre, qu'ils risquent de faire. Et ça, c'est pas de la théorie du complot. Ça, c'est beaucoup plus simple, mais j'en entends pas beaucoup parler, malheureusement. Hein, cette étude de la CGT est intéressante à ce sujet-là, parce que ça, j'en entends pas parler. Il ferait mieux d'en entendre un peu plus parler, parce que ça nous pend au nez. Plus de sécurité sociale, ça veut dire plus de retraite, ça veut dire plus d'assurance maladie. Hein. Donc, attention. Ces andouilles, là, comme le Rémi Adolf Hitler, comme l'appelle un de mes amis, là, qui veut supprimer, lui, il veut supprimer tous les impôts, il veut supprimer toutes les charges sociales. Et on fait comment pour faire tourner la société? Suivez pas ces andouilles. Alors, continuons. Continuons et passons au deuxième sujet, qui est la barbarie islamiste qui s'approfondit. Alors, excusez-moi. Les attentats, donc il y a un nouvel attentat qui a été... les attentats qui ont été commis ou tentés, sont là pour installer la terreur, pour installer la peur, pour s'appuyer sur la lâcheté. C'est une stratégie de conquête, en définitive. À Nice, 3 morts, dont une femme décapitée. Dans la Drôme, une mère de famille, de la trentaine, pareil, tuée à coups de couteau, par 4 hommes. Pour une cigarette. Refusée. On est... Ils ont été la chercher chez elle pour la tuer. À Jeddah, vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais il y a eu un vigile aussi qui a été poignardé devant le consulat français. Heureusement, il n'a pas séjour en danger. Donc c'est en France, mais c'est aussi à l'étranger que la France est attaquée. Le but de ça, c'est d'imposer leur idéologie. Qu'on les laisse déployer leur idéologie. Si vous les laissez faire, ils diront rien. Mais si vous essayez de vous mettre un peu en travers et de freiner la diffusion de cette idéologie, là vous allez les trouver et les trouver de façon sanglante. Une idéologie qui est basée sur une lecture littérale du Coran. C'est-à-dire un livre écrit il y a 14 siècles. Bon, et encore, c'est même débattu sur la façon dont il a été écrit. Enfin bref. Mais c'est basé sur une lecture littérale du Coran. C'est-à-dire tel qu'il est, quoi. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le terrorisme, ce n'est que l'avant-garde de cette idéologie. En France, comme à l'étranger, je rappelle que ce n'est pas quelque chose qui est limité à la France, ce n'est pas un problème franco-français. C'est un problème qu'on rencontre partout. Mustafa Kemal en Turquie, quand il a essayé de faire sortir la Turquie de l'obscurantisme après l'effondrement de l'Empire ottoman, eh bien c'est ça, il a essayé d'insuffler l'esprit des Lumières, donc c'est pour ça que la Turquie a été un pays très laïque, plus laïque que la France dans certains aspects, justement parce qu'il se rendait bien compte que cette idéologie tirait son pays en arrière. C'était la même chose pour Nasser, etc., ou même des gens comme Saddam Hussein. Hein. Tous les gens qu'on a zigouillés, quoi, en définitive. Hein. Que le libéralisme et le néolibéralisme, c'est chargé de ceux, justement, qui combattaient les terroristes et cette idéologie d'une manière générale. Donc en France, à l'étranger. Il ne faut jamais l'oublier, parce que quand on reste sur un truc franco-français, on dit « Ah oui, c'est de la faute des Français, etc. » Mais si c'est de la faute des Français, pourquoi est-ce que c'est partout dans le monde que ça existe? Répondez-moi à cette question.
Alors voilà, la vague. Bon, bah, une vague. Il y a des cyberattaques aussi. Hein, ça, on n'a peut-être pas entendu parler, mais il y a eu plein de sites français qui ont été attaqués par des messages. Nous sommes libres de décapiter, des choses comme ça. Il y a eu aussi un enseignant, voilà, Jérémy Béraud, qui est un enseignant également, qui doit être un hussard de la République, quelqu'un qui, lui, se bat réellement, qui est en première ligne. Voilà, Jérémy Béraud, on va te décapiter. Fils de pute, FDP, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est Atlantico. Voilà l'ambiance dans laquelle on est en France. Un homme armé qui aurait voulu faire comme à Nice, arrêté dans les Yvelines. Le président Erdogan qui dit que Emmanuel Macron est un égaré et que c'est un dérangé mental. Des deux, je ne sais pas lequel est le plus dérangé. Des appels au boycott, donc là on est loin de simplement un problème franco-français, hein. Des appels au boycott de produits français dans un certain nombre de pays musulmans, en Turquie, en Iran, en Jordanie, ou au Koweït. Koweït, on avait envoyé des soldats, je le rappelle, hein, pour défendre l'émir à l'époque. Et puis le drapeau français brûlé en Syrie lors d'une manifestation anti-Macron. Alors, si on doit illustrer, bon ça c'est déjà une première approche sur cette idéologie, sur ses effets, hein, je dirais, ces effets sur des gens qui suivent ça, malheureusement. Si on veut illustrer cette idéologie et pour aller plus loin, pour creuser un petit peu, bah, je vous invite à écouter notamment le prédicateur saoudien Mahmoud Ben Ali Al-Arbi, alors qui dit, hein, alors attention, hein, je mets en garde, je ne suis pas en mesure de contrôler la qualité de cette traduction. Donc, je ne sais pas si cette traduction est correcte ou pas, mais je vous livre bon, ces paroles, donc je dirais de Mahmoud Ben Ali Al-Arbi, qui est un prédicateur saoudien. C'est une vidéo qui date de quelque temps déjà, mais ça, c'est une lecture du Coran, donc ça reste valide, même si c'est il y a quelques années. Oui, nous sommes des terroristes, et le terrorisme est une obligation dans le Coran et la Sunna. Bon, c'est ce qu'il dit. Mais je dis, lisez le Coran. Je dirais aux gens qui disent, lisez le Coran. C'est tout. Et pour vous en convaincre, peut-être d'autres illustrations de gens, justement, qui ont étudié et lu le Coran en détail. Bah, il y a Michel Onfray, Penser l'islam. Je vous conseille de lire ce livre. C'est un livre qui n'est pas très épais, mais qui donne un panégyrique un petit peu justement de l'islam et qui fait suite à son traité d'athéologie, où il y a aussi une partie sur l'islam, mais plus importante sur la religion chrétienne. Donc ça, c'est un complément, je dirais, du premier. Il y a également les ouvrages d'Éric Zemmour, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On n'aime pas souvent les gens qui disent des vérités, quoi. Pourquoi que Macron se trompe dans son analyse de l'islam et de l'islamisme. Bon, je vous laisse suivre, j'ai mis l'URL en haut également, sur le site du Figaro. D'autres illustrations, donc là on va dire c'était des gens français, mais il y a aussi des gens d'origine arabo-musulmane, comme alors Adonis. Alors Adonis c'est son nom d'auteur. En fait il a un nom de consonance musulmane, mais je l'ai pas noté. Enfin de consonance arabo-musulmane, mais je n'ai pas noté. Donc la violence et islam, donc c'est intéressant sans doute de lire ce livre, donc je vous conseille, je ne l'ai pas lu, mais c'est quelqu'un de l'intérieur, c'est un peu comme Salman Rushdie, si vous voulez, quoi. Il y a évidemment en France de nouveau Zineb El-Karoui, Détruire le fascisme islamiste. Ça c'est vraiment un livre très court, qui donne vraiment beaucoup de choses. Je veux dire, j'ai parlé des islamo-gauchistes tout à l'heure, lisez ce livre. Lisez juste ce livre. C'est tout. C'est une femme qui est une rescapée de Charlie Hebdo.
Et puis, il y a aussi une autre chose intéressante et qui peut aussi donner une porte de sortie à terme, hein, c'est d'étudier également, je vous invite à étudier ce qu'est la religion babiste. La religion babiste, c'est une religion qui a été créée par le Bab en Iran, au début du 19e siècle, et justement, qui a fait le constat, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, justement des failles qu'il y avait dans l'islam, qui s'est dit, qui a essayé de dépasser ça et de faire une religion qui serait justement, qui serait moins dans la violence, dans la colonisation et ce genre de choses. Donc alors ils sont chassés et pourchassés, hein, les babistes, notamment en Iran, hein, parce que évidemment, Mahomet est censé être le dernier prophète, et s'il y a un autre prophète qui vient après, ils sont énormément pourchassés. Hein. Donc c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui vient de cette culture-là à l'origine. Hein. Donc je vous invite à vous intéresser à ça, c'est un autre angle. C'est un autre angle, et c'est peut-être aussi, je dirais, une voie possible pour des gens qui souhaiteraient quitter cette idéologie et s'orienter vers une autre spiritualité. Bon. Voilà, à titre informatif. Continuons dans ça. Il y a Anicet Le Porce, donc, qui était un communiste un peu historique, mais bon, malgré tout, pas stalinien, pas stalinien pur jus, je dirais. Mais il dit, donc j'ai mis l'URL également en haut, les idéologies rétrogrades doivent être combattues sur le terrain politique. Et là, ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut dire. C'est que on ne combat pas une idéologie par des mesures de police. Ça ne marchera pas. Ça fait des années qu'on fait ça. Vous pouvez envoyer des militaires, etc. Vous allez gagner du temps, vous allez contenir un peu les choses. Mais une idéologie, c'est des choses qui se passent dans la tête des gens. Et vous ne pouvez combattre une idéologie que par une autre idéologie plus forte. Et on voit bien, comme j'ai dit la semaine dernière, la laïcité ne suffit pas. On voit bien que la laïcité a permis de faire rentrer dans le rang le catholicisme et de bien séparer l'Église et l'État. Et pourquoi? Parce que dans la religion catholique, il y a une phrase célèbre, hein, qui dit qu'il faut laisser à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein, enfin, je cite de mémoire, c'est pas exactement ça la phrase, je crois, mais ça revient à ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une séparation du spirituel, du domaine politique, du domaine spirituel. Ce n'est pas le cas dans l'islam, puisque c'est une fusion, comme je l'ai dit la semaine dernière, entre le politique et le religieux. Donc c'est indissociable avec un système légal. Donc c'est très différent. La laïcité n'est pas taillée pour ça. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à contenir cette idéologie. Donc il faut une idéologie plus forte, plus fondamentale. Et là, je dirais, par l'ouverture d'un espoir, en fait. C'est ça qu'il faut construire, c'est cette idéologie. Et on donne quand même quelques pistes. Hein. On s'appuie sur des philosophes que je considère parmi les plus grands de la dernière période historique. Eh bien, oui, on peut y arriver, mais par une ouverture d'un espoir plus grand encore. Et pas d'un espoir dans l'au-delà, dans un espoir ici et maintenant. Voilà la piste, voilà la mission que s'est fixée, une perspective, la 6e République, qui vient bien au-delà, vous l'avez bien compris, de la démarche seulement politique, mais c'est une démarche aussi idéologique, théorique, philosophique, spirituelle et sentimentale. Toutes les dimensions, en définitive, pour définir réellement un nouveau chemin civilisationnel, pour faire rebondir notre civilisation judéo-chrétienne ou gréco-chrétienne, qui est en fin de course. Parce que il faut bien se rendre compte que le terrorisme et la barbarie islamiste, ils ont des forces vives gigantesques. Oui, gigantesques aussi d'ailleurs. Hein. Les Arméniens le mesurent, hein, avec le nouveau calife Erdogan. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Tunisien qui a fait cet attentat à Nice, il a 21 ans. C'est des jeunes.
Vous voyez, c'est un jeune homme. Le Tchétchène qui a décapité Samuel Paty au couteau de cuisine, il a 18 ans. C'est les forces vives, c'est la jeunesse, vous voyez, qui s'engage dans ça. C'est significatif quand même. Il faut absolument que la jeunesse de France soit ravivée. Il faut qu'elle se ravive, qu'elle se dise, mais attendez, nous on ne veut pas ça. On ne veut pas aller vers ça. On ne va pas laisser l'acquis et la manière de vivre qu'on a, hein, c'est comme la même chose, hein, comme le monde d'après dans le domaine du Covid, ben on ne veut pas aller vers ce monde-là, vers ce monde communautarisé où tout le monde a peur de tout le monde, où tout le monde se tait parce qu'il a peur de parler. Non, c'est invivable. C'est ça la barbarie, c'est ça ce vers quoi on va de plus en plus. Bien non, notre jeunesse, elle doit le refuser. Et ça, c'est vraiment important. Rien ne sera possible si la jeunesse, si le peuple français, si la jeunesse ne se mobilise pas. Il faut sortir, donc en clair, du chloroforme idéologique de la pensée unique. Hein, de tout ce que nous blablatent les 3/4 des journaux, des trucs à l'eau de rose, etc., qui ne correspondent pas à la réalité. Et en premier lieu, justement, c'est une idéologie qui a quand même gagné énormément et qui a infusé énormément dans la jeunesse, justement, c'est l'idéologie islamo-gauchiste, qui donne donc une transition vers le sujet, enfin, vers le thème principal de ces mercredis, donc de cette chronique, donc qui va durer donc un certain temps. Hein, je m'en excuse, mais je pense que les sujets sont suffisamment importants, il faut les traiter, essayer de les traiter à fond. Et malheureusement, je ne le traiterai pas à fond parce que je vais prendre un exemple qu'on va détailler. Voilà. L'islamo-gauchisme, ce néo-fascisme. Alors, je vais faire quelques rappels sur ce que je disais la semaine dernière. Quelle est la situation de la gauche? La situation de la gauche, c'est que le mouvement ouvrier est en échec et qu'il y a eu un effondrement des perspectives tant socialistes que communistes. Donc, avec la chute du mur, etc., ces perspectives-là se sont effondrées. Ce sont les perspectives qui ont donné un espoir au XXe siècle. Ces perspectives-là n'existent plus. Et j'en ai parlé aussi mercredi dernier. Et le mouvement ouvrier, lui, de son côté, est orphelin de ses élites, qui sont complètement, du coup, ils ont perdu leur boussole, ils ne savent plus quoi proposer, parce qu'ils voient bien que le communisme, et comment on peut encore proposer le communisme aujourd'hui? Enfin, nulle part, plus personne s'en réclame, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme perspective? Il n'y a pas grand-chose. Et donc, une frange de cette élite, si on peut parler d'élite en l'occurrence, a basculé dans l'islamo-gauchisme comme un genre de bouée de sauvetage. Nous allons voir justement comment. C'est ce qu'on va détailler ce soir. Et du coup, le salariat, les prolétaires en clair, hein, ne sont plus défendus par ce qui est censé être la gauche, hein, qui s'est mis sur des sujets sociétaux, etc. Alors que normalement, la vocation de la gauche est quand même de défendre les salariés, les prolétaires. Et bien du coup, les prolétaires qui ne sont plus défendus par la gauche, du coup, ils se réfugient effectivement au RN ou dans d'autres mouvements, fatalement. En fond, tout ça, ça revient à nier le réel. Hein. C'est, par exemple, un des exemples que j'ai cité déjà la semaine dernière, mais c'est une professeure qui, définissant elle-même comme anarchiste et anticapitaliste, qui estime que c'est Samuel Paty qui a provoqué le terroriste. Vous vous rendez compte comment on peut être dérangé pour avoir dit une chose pareille? Une anarchiste anticapitaliste. Une professeure. C'est pas une imbécile, quand même, normalement. Vous vous rendez compte comment les ravages de cette idéologie? Là, on est carrément dans le... Enfin, quand je parle de néofascisme, c'est quel autre mot? Quel autre mot pour de tels propos, quand même? Et, de toute façon, même si ça sera jamais de la faute du criminel, c'est toujours de la faute des autres. Ça, c'est vraiment le signe d'une lâcheté totale, quoi. C'est-à-dire, on refuse de regarder le réel, on refuse de regarder les faits, et non, ça n'a pas eu lieu, je ne veux pas le voir, etc., je tourne la tête ailleurs. Ça, c'est de la lâcheté. Et c'est une lâcheté généralisée, y compris dans l'administration de l'éducation nationale. Vous voyez?
voilà, voilà, ça a infusé cette idéologie. Alors je dis pas que tous sont islamo-gauchistes, mais l'idéologie, les effets collatéraux, si on peut dire, l'effet de halo, s'est diffusé jusque, mais y compris dans l'armée et dans des endroits comme ça. Hein. Faut le savoir. Donc les gens qui veulent nous faire des coups d'État, faut savoir tout ça. Et puis, autre chose, c'est comme je le disais aussi la semaine dernière, c'est que moi j'ai des proches de gauche qui ne regardent pas les chroniques des barbaries, la chronique des barbaries, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés au réel, justement. C'est un réel, oh, je connais déjà, non. Vous voyez, ils croient qu'ils connaissent déjà, parce qu'en fait, on ne veut pas voir. C'est la politique de l'autruche, c'est le réel n'a pas eu lieu. C'est terrible. Alors, ce néofascisme, cet islamo-gauchisme, c'est en premier lieu, avant toute chose, de la lâcheté. Il faut quand même le dire, c'est avant tout de la lâcheté. De la lâcheté, en premier lieu, de contredire des immigrés. Parce que quand il y a eu les travailleurs immigrés en masse qui sont arrivés, on a espéré les recruter dans les mouvements de gauche, etc. Et donc, par lâcheté, pour ne pas les heurter, on leur disait pas que la religion, non, c'était pas compatible avec la gauche. Hein, c'est quand même un truc de base, quoi. Je rappelle que Karl Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. Et vous pensez que vous allez pouvoir recruter des gens qui sont en dehors du réel, puisqu'ils sont dans une idéologie magique, dans l'au-delà, avec des entités, des esprits comme Dieu, etc., Allah et compagnie. C'est des gens qui sont en dehors du réel. Et vous pensez, par cet opium, des gens qui sont en dehors du réel, comme des gens justement qui prennent des drogues, vous pensez que vous allez pouvoir les recruter, surtout sans même essayer de le faire. Ben non. Je dirais même que c'est même le contraire, puisque avec ce combat non mené, par lâcheté, eh bien on est arrivé aujourd'hui, et c'est ça l'islamo-gauchisme, par une capitulation idéologique. C'est-à-dire que ce n'est pas les gauchistes ou la gauche, d'une manière générale, qui a recruté majoritairement, parce qu'il y a des gens d'origine musulmane, heureusement, qui sont de gauche et réellement de gauche, ça existe, hein, il y a plusieurs exemples. Mais en l'occurrence, pour les islamistes, ce sont plutôt les islamistes qui ont recruté les gauchistes à leur solde. De façon consciente ou inconsciente, mais ils ont complètement capitulé idéologiquement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, je vais vous poser une question, aux gens de gauche qui seraient islamo-gauchistes et qui par hasard regarderaient, est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre un musulman que Dieu n'existe pas, etc. Est-ce que vous y êtes arrivé? Déjà, est-ce que vous avez essayé? Ça devrait être la base. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, non? Et puis, de nouveau, Karl Marx, c'est l'homme qui fait la religion, et non pas l'inverse. C'est l'homme qui fait la religion, et non pas l'inverse. Alors, dès lors, après cette capitulation idéologique, et ils sont perdus, quoi, en définitive, hein, parce qu'ils ont perdu leur repère, ils ont perdu la perspective, ils ont essayé de recruter des gens, et c'est eux qui les ont plutôt retournés, et alors les gauchistes se racontent des histoires. Ils se disent que, par exemple, la religion, l'islam, c'est la religion des opprimés. Donc là, j'ai fait un panégyrique de quelques opprimés, qui sont justement des gens, je dirais, bien en place justement et à la tête de royaumes musulmans. J'ai pas l'impression qu'ils soient très opprimés. Et même si vous remontez historiquement, hein, c'est complètement faux. L'Empire ottoman, c'était pas des opprimés, c'était plutôt voilà. Continuons. Islam, religion des opprimés. Or que le Coran légalise explicitement l'esclavage. Vous pourrez vérifier. Lisez par exemple le livre de Michel Onfray.
il prévoit explicitement la domination des hommes sur la femme et la supériorité des hommes sur la femme. C'est explicite, c'est écrit. Pour ça, j'ai lisé le Coran. Je ne peux pas dire mieux. Et la prédominance, également, des adeptes de l'islam vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire leur domination. J'ai mis entre guillemets parce que c'est vraiment un euphémisme. Hein. La prédominance, c'est pour les mécréants, il faut les tuer. Hein. Ou les apostats, c'est pareil, il faut les aiguiller. Il m'étonnait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été victimes de cette idéologie, et lorsqu'ils la quittent, eh bien, ils hésitent à la quitter parce qu'ils savent qu'ils signent leur arrêt de mort, en fait. Bravo, la gauche. Enfin, la gauche, je veux dire, des gens qui seraient islamo-gauchistes, voilà, voilà, c'est ça, cette idéologie. Lisez les textes, voilà, lisez les textes. Alors, de l'occultation, alors voilà, on a occulté en fait ça, et donc on bascule après vraiment dans du néofascisme, puisqu'on nie carrément la réalité, c'est-à-dire on en parle ou on n'en parle pas, on l'occulte, ça n'existe pas, pour justement continuer cette propagande quelque part. Par exemple, je prends un exemple, c'est la rotative, qui est un, donc j'ai mis l'URL pareil en haut, qui est un site justement d'infos, on peut dire vraiment gauchiste au sens propre du terme, hein, comme l'aurait défini Lénine, hein, qui a écrit un livre, hein, Le gauchisme, maladie infantile du communisme, pas pour rien. Donc, ou sur Tours, donc c'est un journal qui est dans la région de Tours, et notamment sur Samuel Paty, pas un mot. Et pourtant, il y a eu des manifestations à l'appel des syndicats, là, j'ai mis plusieurs liens, là, donc il y a eu des syndicats, donc des mouvements de gauche, etc. Pas un mot dans les informations locales de la rotative. Parce que ça va à l'encontre de leur idéologie. Donc ils protègent bien cette idéologie. Plus grave, pareil, donc après, enfin plus grave, du même tonneau, je veux dire. La Nouvelle République, qui est le journal de la région de Tours, notamment dans le centre, a été menacée, a reçu des menaces suite à la publication des caricatures de... Pareil. Aucune information dans la rotative. On est dans les infos locales encore. Autre site du même tonneau, Rébellion sur Lyon. Hein, donc là c'est pareil, j'ai mis la date là-haut à laquelle j'ai pris ces copies d'écran. Aucune publication relative à Samuel Paty ou aux réactions locales. Hein, c'est pareil, ça se veut comme quelque chose de local. Par rapport à toutes les manifestations, y compris le recteur de la mosquée de Lyon, Gérard Collomb, la LICRA, le PS, Force ouvrière, ou le Parti communiste, hein, qui ont fait, il y a eu plein de choses, hein, ou des hommages des enseignants, à l'enseignant, etc. Pas un mot. Ou plutôt, récemment, il y a eu une publication. Une publication, alors vous voyez la publication, meurtre au Conflans et cirque médiatico-politique. C'est-à-dire que, je vais lire, peut-être vous ne voyez pas, la semaine dernière encore, un minable a décidé que sa colère trouverait comme seule issue la mort. Donc on ne sait pas déjà si c'est sa mort à lui ou si c'est la mort de celui qui l'a décapité. Endoctriné dans un système idéologique mortifère, un pion frappe et c'est le grand cirque médiatique qui démarre. Donc dans cet article, qui a été mis en première page, il n'y est plus justement en première page de Rébellion là. Ah, ils l'ont mis quand même, ils l'ont quand même foutu il est plus visible. C'est pour ça que j'ai mis l'URL complète, parce que avant c'était en première page, ça n'a pas été longtemps, hein, et hop, clac, il n'y est plus en première page. Puis vous voyez les trucs, c'est médias, extrême droite, réactionnaire, raciste, colonialisme. Et islamiste, il n'y a pas. Ça n'existe pas.
Pas un mot sur Samuel Paty. Samuel Paty, c'est pas cité une seule fois. Son nom n'est pas cité. On n'y fait même pas référence. Pas un mot sur l'idéologie. À part que là, c'est une idéologie mortifère. C'est pas du tout ce qu'il y a derrière. C'est juste une idéologie mortifère. Pas un mot sur les complicités dont a bénéficié le terroriste. L'article, comme j'ai dit, il a disparu très rapidement de la une. Et la suite de l'article, ce n'est qu'une suite de critiques à tous ceux qui s'opposent à l'islamisme, en fait. C'est-à-dire, en creux, c'est une défense de l'islamisme, puisque non pas, ils ne disent pas qu'ils défendent l'islamisme, mais ils critiquent tous ceux qui sont contre l'islamisme. C'est que ça, et il y en a une page entière. Et vous avez vu l'illustration? Quel rapport? Vous vous rendez compte, ça c'est Orange Mécanique. C'est le type à la fin d'Orange Mécanique. L'ultra-violence, etc. Quelle bouillie intellectuelle! Qu'est-ce qu'il cherche à prouver en mettant cette image? Et il y a une autre image d'Orange Mécanique également, plus bas. Mais c'est pas lui qui a tué, hein, c'est un jeune Tchétchène. Ça n'a strictement rien à voir. C'est criminel. Hein. Enfin, pour moi, c'est... Oui, c'est criminel, on peut dire. On est vraiment là dans le fascisme, dans le néofascisme. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Néofascisme d'extrême gauche. Alors, heureusement, j'ai quand même été jeter un petit œil sur le site de NPA et de Hello. Bon, là, la condamnation est sans équivoque. Hein. Donc, voilà. Bon. Le monde n'est pas comme ça, heureusement. Même si, bon... pas toujours... voilà. Mais bon, globalement, c'est plutôt correct. Par contre, EELV, vous irez voir, attentat de confluence terroriste, là c'est très alambiqué, si vous voulez. Solidarité contre l'horreur. Solidarité, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Solidarité contre l'horreur. Il faut être solidaire, je sais pas, quelle horreur, enfin, non, je sais pas. Ils ne peuvent pas dire simplement les choses, la réalité, ça vous écorche la bouche à ce point-là. Le réel. Ça contredit ce que vous prenez à longueur de journée et que vous allez continuer à prôner dans quelques semaines, hein, dans quelques jours, c'est déjà le cas. Alors, ce qui m'a pris beaucoup de temps, et c'est ce qui va prendre beaucoup de temps là, c'est que j'ai souhaité éplucher quelqu'un qui dit sur Mediapart, donc sur son blog, voilà, donc il y a l'URL là-haut, Alexis Daillon, sur son blog, il dit « Toi qui m'appelles islamo-gauchiste, laisse-moi te dire pourquoi le lâche chez toi. » Bien, je vais prendre son article et je vais le décortiquer pour voir justement à quel point ils sont perdus, à quel point ils sont dans la négation du réel, dans la lâcheté. Non, le lâche, c'est bien toi. Nous allons le voir. Alors, déjà, il commence, il dit « On t'a dit et redit que la formule appartenait à l'extrême droite. » Mais, un peu comme disait Michel Onfray, quoi. Et alors, s'il pleut, il ne faut pas le dire si c'est Jean-Marie Le Pen qui le dit aussi. Il suffit que Jean-Marie Le Pen dise « Il pleut », ah ben non, il faut surtout pas dire la même chose. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est même pas un argument, ça veut juste rien dire. S'il y a une réalité, il y a une réalité, c'est tout. C'est pas parce que Tartampion a dit cette réalité, quelqu'un qui serait d'extrême droite comme Jean-Marie Le Pen, que je vais pas le dire. Quelle bouillie dans la tête déjà. Ça commence, c'est le début de l'article, hein, ça commence comme ça. Et en plus, ce concept de néofascisme, c'est pas Jean-Marie Le Pen qui l'a pour le néofascisme gauchisme. Il vient pas de là, il vient de Michel Plouscar, hein, et qui dit bien néofascisme dans son ouvrage, et qui le décrit, et qui donne le mécanisme, encore de façon plus détaillée dans Refondation progressiste, qui montre le cœur psychologique de ça. C'est bien lié à néofascisme et idéologie des désirs, mai 68, la contre-révolution libérale libertaire. C'est de ça quand on parle,
quand on parle de néofascisme, et quand je parle d'islamo-gauchisme, c'est une des formes de ce néofascisme d'extrême gauche, justement, et d'extrême centre, comme c'est le cas pour EELV, par exemple. Alors, déjà, c'est même factuellement faux. Enfin, peut-être pas l'islamo-gauchisme, mais en tout cas le néofascisme d'extrême gauche, et l'islamo-gauchiste en est une forme, ça vient de Michel Clouscar, c'est lui qui a trouvé ça. Hein. Alors, ainsi, voir l'expression au quotidien d'une soumission. Ah oui, parce que. Alors attendez, il me manque. Ah, excusez-moi. Ah voilà. Ça s'est inversé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Donc on va décortiquer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Il dit: la vue d'une mer d'élèves voilés ne m'emplit d'aucun effroi, ni non plus celle d'un voile porté par une femme dans la rue, à la plage ou en train de faire son jogging. Les rayons Alan ne me paraissent pas être une succursale du terrorisme, et la dénomination même que tu aimes tant employer, tu sais, ton fameux problème de l'islam, me paraît scandaleuse, parce que je n'aime pas qu'on dise à 5 millions de mes concitoyens, 50 fois par jour, que leur existence est un problème. Donc, ainsi pour lui, donc c'est un professeur, hein, visiblement également de collège, je pense, je ne sais pas. Ainsi, voir l'expression au quotidien d'une soumission, musulman, ça veut dire soumis à Dieu, hein, c'est ça que ça veut dire, la traduction. Doublée d'une domination des femmes, ça ne lui pose pas de problème. Alors moi, je le dis sans aucun problème. Moi, oui, ça me pose un problème. De voir des gens qui ont comme une étoile juive, c'est un peu la même chose, hein, et qui se la collent eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est vraiment que ça a abîmé, leur... moi, les musulmans, j'appelle les victimes de l'islam. C'est des gens qui sont, pour beaucoup, ce sont des victimes de l'islam. C'est cette idéologie. L'idéologie, l'islam, c'est une idéologie. Comme disait Marx, hein, c'est l'homme qui fait la religion. Hein. Pas le contraire. On ne tombe pas du ciel pour le coup, la religion. Hein. Et en fait, dans ce qu'il dit là, il y a un truc quand même très intéressant. En fait, ce qui lui pose problème, c'est que c'est le nombre de 5 millions qui lui pose problème. Mais elle est là, lâcheté. C'est-à-dire, si c'était que 3 ou 4, ça ne lui poserait pas de problème. Mais parce que c'est 5 millions, ah, là, ça me fait peur, donc il faut se taire, il ne faut rien dire. Il y a des signes de soumission, de domination de la femme, c'est pas grave. Voire pire, on va dire, ah ben non, c'est même un signe d'émancipation. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Hein. De la lâcheté, tout simplement, rien d'autre. C'est juste de la lâcheté. Et c'est eux qui font d'ailleurs l'amalgame. Et dans ce qu'il dit là, il fait l'amalgame entre islam et musulman. Moi, je ne fais pas l'amalgame du tout entre islam et musulman. L'islam, c'est une idéologie dont on a vu, et on verra, on a vu précédemment ce qui est dedans. Et je vous renvoie à toutes les références, etc. Vous pouvez faire vos recherches. Et les musulmans. Les musulmans, pour beaucoup, pas pour les intégristes, évidemment, mais pour beaucoup, sont des victimes de cette religion. Et d'ailleurs, c'est dans les pays musulmans qu'il y a le plus de victimes du terrorisme. C'est pas non plus un hasard. Continuons. Alors, en ce qui me concerne, je ne me compte que des concitoyens dont je voudrais qu'on respecte les droits, qu'on leur foute la paix et qu'on arrête de leur demander de rendre des comptes pour des actes qu'ils n'ont pas commis ou de décréter que leurs paroles et leurs actes ont un autre sens que celui qu'ils revendiquent. Et qui demande... Enfin, là, je ne sais pas, je comprends même pas pourquoi il pose ces questions. Qui demande cela? On ne voit pas. Qui? Peut-être quelques des fascistes d'extrême droite, oui, c'est assez possible, ouais. Mais à part ces gens-là, je ne vois pas qui demande ça. Mais, et en plus, de quel droit parle-t-il, en l'occurrence? Je voudrais qu'on respecte leurs droits. Mais quel droit? Le droit religieux, c'est-à-dire le droit juridique de la charia, celui du Coran, ou le droit
de la République. C'est pas la même chose. Quel républicain qu'on cite un républicain qui a violé leurs droits? Où et quand? À part justement les gens de Charlie Hebdo qui ont caricaturé Mahomet. Mais quels droits ont-ils violés? Il a violé le droit musulman, pas le droit républicain. Alors quand on parle du droit, il faut savoir lequel. Continuons. Chaque fois qu'il est question de vivre ensemble, parce que vivre ensemble, c'est avant tout vivre avec des gens différents, des gens qui ne conçoivent pas identiquement ce qui est vrai, ce qui est sage, ce qui est beau, ce qui est bien. Et que c'est, pourquoi, bon voilà. Donc voilà, c'est l'histoire du vivre ensemble. Mais comment fait-on dans ces conditions, quand les gens sont trop éloignés dans leur culture, pour faire peuple? Si vous êtes trop éloigné dans la culture, ben vous ne pouvez plus faire peuple. Et c'est tout justement le multiculturalisme et les communautés qui se mettent en place. Et c'est précisément ce multiculturalisme qui ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand les gens veulent vivre ensemble, justement, et ne créent pas des barrières entre des communautés, justement. On parle de communauté chrétienne maintenant, mais avant on ne parlait jamais de communauté comme ça. Il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Parce que s'il y a plusieurs communautés, c'est le multiculturalisme, et ça ne marche pas. Parce que le communautarisme, ça conduit qu'à des divisions à l'intérieur de la population et à des guerres. Les Français, ils font du communautarisme avec qui? Si, enfin, il y a certains groupes qui font du communautarisme, on en parlera peut-être un jour. Mais pour montrer que ça ne marche pas, historiquement ça ne marche pas, dans les fêtes ça ne marche pas. Le Liban, ça ne marche pas. La Syrie, on voit les résultats. Les Balkans, c'est historiquement une pétaudière. Le multiculturalisme, ça ne marche pas. Et même au Liban, là, pourquoi il s'effondre, etc. Parce qu'ils ont une république où les places sont réservées, tiens, ça aux chrétiens, ça aux chiites, ça aux machins, ça aux sunnites. Ça ne marche pas, le multiculturalisme. Pour faire une nation, pour faire un peuple, il faut que les gens aient un minimum de points communs et de culture commune. C'est comme ça, c'est tout. C'est la réalité. Après, on est hors du réel, mais si on est hors du réel, on s'expose à plein de problèmes. Alors, toi, comme l'intolérant religieux, donc toi, il s'adresse notamment à moi, par exemple, hein. Toi, comme l'intolérant religieux, au fond, vous avez cela en commun, vous supportez mal l'offense. Alors, pareil, de quelle offense parle-t-on? De contester, par exemple, la suprématie des lois humaines, celle de la République? Ah bah oui, moi, ça m'offense, bien sûr, parce que moi, je suis républicain, et effectivement, si on me dit, mais moi, tes lois républicaines, j'en ai rien à fiche, et la loi de Dieu s'impose à la loi républicaine, ah bah oui, ça m'offense. Et ça me choque que quelqu'un qui élève des enfants et qui donne des cours à des gens, ça ne l'offense pas. Voilà, ça m'offense aussi que cela ne vous dérange pas. Ça devrait vous déranger. Où est passé le hussard de la République en vous? Vous avez une mission, on vous a donné une mission. Quand on paye nos impôts, on vous donne une mission. C'est le même déni que face à Hitler. La même chose. C'est-à-dire, on dénie le fait que ça existe, le fait qu'il faille lutter contre. C'est comment il s'appelait, Chamberlain et compagnie. Voilà, c'est le même tonneau. Ah non, là, les valeurs républicaines, ça a un sens. Et c'est très important. Parce que c'est ce qui fait justement la possibilité d'un vivre ensemble pour un peuple. Alors, en continuant cette analyse de texte,
Alors, elle avait ouvert la... Et je participais alors à cette marche contre l'islamophobie que tu as tant honnie, tu sais bien, celle que tu as unilatéralement, bah oui, unilatéralement quand on parle généralement de son propre chef, rebaptisée Marche de la Honte, Marche des islamistes. Bah oui, effectivement. L'islam, c'est une idéologie. Il faut bien, ça j'espère qu'il faut l'imprimer quand même dans la tête. Et il se trouve qu'on a le droit de critiquer une idéologie. Sinon, c'est la fin de la République, c'est la fin de tout. Il y en a par contre certaines qui sont même bannies. Voilà, il y a une faute d'orthographe. Et à juste titre. Le nazisme, par exemple, la promotion du nazisme, eh bien, c'est une idéologie qui est bannie. Et à juste titre. L'esclavagisme, la promotion de l'esclavage, c'est une idéologie qui est bannie, et à juste titre. On a le droit de critiquer une idéologie. C'est ce qui fait progresser l'humanité, c'est justement ces idéologies du passé qui font qui nous tirent en arrière et nous traînent en arrière. Et marcher, donc, pour défendre cette idéologie, c'est quand même l'adopter, non? Comment peut-on marcher pour défendre une idéologie sans l'adopter en partie? Un peu étrange quand même comme démarche. Oui, c'est une marche de la honte. D'ailleurs, si on regarde bien, le mot c'est islamophobie, même si c'est un mot qui serait contestable, mais c'est pas musulmophobie. C'est-à-dire que ce qui est visé, c'est bien l'idéologie, c'est pas les hommes, c'est pas les personnes. Moi, je n'attaque mais aucune personne. Aucune. Alors, sauf les terroristes, ceux qui sont vraiment les promoteurs, les moteurs de ce truc-là. Mais, comme je dis, pour moi, les musulmans, ça s'appelle les victimes de l'islam. Parce qu'ils s'appellent eux-mêmes des soumis à Dieu. Donc, vous voyez, voilà, il faut les sortir de là, quelque part, les pauvres. C'est ça notre ambition. C'est ça le courage qu'il faut avoir. Qui fait l'amalgame, justement, entre cette idéologie et ces pauvres gens qui le subissent, et ceux qui ont essayé d'en sortir ont été bien souvent assassinés dans les pays musulmans, justement, les pays qu'on appelle musulmans. Oui, c'est une marche de la honte. C'est une marche des islamistes, puisqu'il était crié Allah Akbar tout au long du cortège, je crois. Non? Continuons. Où tu risques de ne plus bien comprendre et de te dire que je suis au mieux un chrétien, au pire un hypocrite, c'est quand je t'avouerai que le 15 janvier 2015, aussi, j'étais dans la rue pour une autre marche, celle pour Charlie. Cela doit être inconcevable. Mais non, 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 ça n'est pas du tout inconcevable. Je l'ai précisément expliqué précédemment. C'est justement parce que vous avez perdu tous vos repères. Parce que la perspective socialiste, la perspective qui était là, au préalable, ben elle a disparu. Et donc vous vous raccrochez à ce que vous pouvez. Vous avez perdu. Vous avez perdu votre boussole idéologique. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes schizophrène. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Donc tu n'es ni un crétin, ni un hypocrite, tu es juste paumé. Donc il est temps de se remettre un petit peu à réfléchir et à regarder un petit peu en avant et à regarder le réel et à regarder ce qui pourrait donner un nouvel espoir. Parce que c'est quand même ça la question, la plus importante. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? Pour ma part, le 10 novembre, le 10 janvier, tout ça me semble tout un. Je veux vivre dans un pays où les caricaturistes puissent caricaturer, les croyants assister à leur culte, sans que des meurtriers ne tirent dessus. Cela me paraît d'une simplicité enfantine. Eh bien voilà, c'est très précisément d'une simplicité enfantine. Moi aussi, j'aimerais bien, si c'était possible, j'aimerais bien aussi. Hein. Mais sauf que le réel n'est pas celui-là, garçon. Atterrir, il faut atterrir. C'est enfantin, ce que tu dis. C'est tellement d'une simplicité enfantine que c'est effectivement enfantin. Le réel, c'est pas ça. Mais honnêtement, moi j'aimerais bien, hein, j'ai même cru à ça pendant un certain... Enfin, pas ça, j'ai toujours été anti-religieux, même quand j'étais
dans ma jeunesse, la religion, ça n'a jamais passé. Justement, je me battais à l'époque contre ça. Enfin, j'en ai pas eu beaucoup l'occasion, mais quand j'ai eu l'occasion, moi, je ne sais pas passer les choses, justement. Mais le réel n'est pas celui-là. J'étais un peu un Samuel Paty. Enfin, paix à son âme, le pauvre homme. Mais le réel n'est pas celui-là. Effectivement, c'est complètement enfantin, ce que tu dis. C'est pas le réel. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays dits musulmans. Ils n'ont pas le droit de caricaturer. C'est que des régimes autoritaires. Tu crois que c'est un hasard? C'est soit des rois, soit un régime autoritaire. Les militaires, en gros. Alors, tu as quelques républiques islamiques, où tu as le droit soit tu es islamique, soit tu es chrétien, ou zoroastriste, ou juif, mais à ce moment-là, on va bien te mettre sous cloche. Puis les autres, comme les babistes, dont je parlais tout à l'heure, voilà, il faut les zigouiller. C'est ça que tu veux pour notre pays? C'est ça ton objectif? La réalité, c'est ça. Renseigne-toi. Donc moi, je préfère être dans le réel. Je veux plus me raconter d'histoires. Les histoires, c'est bon pour les enfants, les histoires. Hein, le Père Noël, justement, si on a inventé le Père Noël, c'est justement pour apprendre aux enfants qu'on leur raconte souvent des histoires. Et à un moment donné, on lui dit « Ah ben le Père Noël, il n'existe pas. » Ah, on m'avait menti. Ah, donc il faut que je fasse attention. C'est pour ça que le Père Noël, c'est quelque chose d'important. Le Père Noël, c'est pas une tradition pour rien. C'est une tradition qui apprend à savoir faire la part de ce qui est enfantin et de ce que des belles histoires qu'on raconte et du réel. Eh bien, il faut arrêter de croire au Père Noël. Le problème, voyez-vous, en plus, c'est qu'avec ces bons sentiments, ben, les bons sentiments, aujourd'hui, ils tuent. Quand les gens, ils aident des migrants, etc., c'est encore un migrant, on le verra tout à l'heure, parce qu'eux, ils arrivent, ils sont bruts de fonderie, ils n'ont pas eu le temps de s'assimiler à un minimum, parce qu'il y a beaucoup de gens de musulmans qui connaissent la culture française, et qui s'adaptent à la culture française, etc., bien sûr. Mais ces gens-là qui arrivent direct, bruts de fonderie, ah bah eux, ils voient ça et ils sont fous, quoi. Parce qu'eux, ils sont dans le moule, ils sont dans le vrai moule, j'aurais tendance à dire. Et oui, mon gars, c'est comme ça la réalité. Voilà, les bons sentiments tuent. Donc arrêtons un peu les bons sentiments. Hein. C'est pas avec des bons sentiments qu'on fait une politique. Alors, que dit-il d'autre? Le racisme. Alors, attendez, je vais voir un peu. Cette émission est longue, mais elle était nécessaire et je ne voulais pas différer. Alors, le racisme a pris possession... Ah oui, c'est intéressant ça. Le racisme a pris possession des lieux, le lepénisme est devenu le maître étalon de la pensée dans le discours politique, il a revendiqué pour lui le camp des victimes, attribué aux autres celui des bourreaux. Et il vient exiger de ceux qui ne se plient pas, etc., etc. Mais qui tue en France, et pas qu'en France, comme on l'a déjà dit, on l'a vu, le moufti, j'en parlais la semaine dernière, le moufti pas de Bagdad, de Damas, qui a été assassiné la semaine dernière. C'est un religieux même. Qui tue? C'est quand même pas inverser les victimes et les bourreaux quand même. C'est quoi cette confusion intellectuelle d'inverser les bourreaux et les victimes? Alors parce que Le Pen, elle dit ça, et il faut tout mélanger et puis rien comprendre à rien, comme prônait Deleuze. Hein, je vous renvoie à l'émission justement sur la naissance de ce néofascisme de gauche et sur justement toute sa filiation, y compris avec l'idéologie de Heidegger, philosophe d'Hitler et du parti nazi. Remontez à cette émission, elle est très intéressante. Hein. Je démonte la plotte là. Heidegger et ses cahiers noirs. Nous voit donc repeint en lâche, donc ça c'est lui qui parle, hein, repeint en lâche ou en complaisant, quand ce n'est pas carrément en complice des actes terroristes. Bah, les minimiser, ne pas en parler, comme on a vu sur les sites là, vraiment islamo-gauchistes,
Ah oui, oui, il y a un genre de complicité. Ça, imaginons que ça soit que les seuls médias, donc on n'en parle pas du tout. C'est quand même un peu de la complicité, ça, non? Donc on nie ou on minimise le réel. Et puis la complaisance, elle existe. Hein, la complaisance, mais la complaisance municipale. Hein, il y a beaucoup de maires qui achètent, qui passent des accords comme ça. Il y a une vraie complaisance. Un vrai recul de la République par rapport à cette idéologie. Vous êtes pour ça? Non, 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 non. Oui, oui, il y a bien complaisance, il y a bien lâcheté. Je persiste et signe. De façon moins mesquine alors, nous sommes simplement en train de réserver à une fraction de la population un traitement injustifiable, de décréter sans cesse des règles, etc. Alors ça, c'est vrai qu'il y a plein de règles, c'est vrai que c'est assez inutile, mais réservé à une fraction de la population un traitement injustifiable. C'est-à-dire qu'on a construit des camps. Enfin, ouais, je ne suis pas au courant. On ne m'a pas dit qu'on avait construit des camps ou qu'on avait mis en place une politique d'apartheid en France. Je parle au niveau légal. D'ores et déjà, lorsqu'il arrive que des élèves me le fassent remarquer, tandis que je leur parle d'égalité de droits perchés sur mon nuage de concepts, je n'ai rien à répondre et j'ai honte. Mais quel droit différent s'applique à une frange de la population en France? C'est quel numéro de loi? Quels articles? On n'est pas en Afrique du Sud où il y avait une frange de la population qui avait des droits différents d'une autre frange de la population, ou à l'époque de l'Allemagne nazie où c'était la même chose. Ce qui est vraiment une honte, c'est de ne pas savoir répondre ça à vos élèves. Vous êtes professeur. Et ressaisissez-vous, mon vieux. Hein, vous avez honte, mais vous avez la tête complètement à l'envers, vous êtes complètement perdu. Remettez-vous les pieds sur terre. Vous avez honte. Ah oui, là, vous pouvez avoir honte de ne pas savoir répondre ça. C'est quand même basique. Il n'y a pas de loi d'exception en France. Enfin, d'exception qui touche une frange de la population par rapport à une autre. Le droit est le même pour tout le monde. Croire rêver. Ressaisissez-vous, mon vieux. Et un jour, ce que je crois, c'est que notre pays se retournera tout entier sur cette période et qu'il aura honte. Alors là, je crois que vous avez raison. Parce que on aura honte si on va vers la barbarie et qu'on peut se retourner un jour pour porter un regard comme on peut le porter aujourd'hui sur la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale, sur le pacifisme des années 30, qui a ouvert la voie au nazisme et à la conquête de la France. À la tolérance par rapport au fascisme d'extrême droite à l'époque, que ce soit de Franco avec les collusions et la non-aide à la guerre d'Espagne, où les républicains ont bien été abandonnés par plein de gens. Vous auriez sûrement fait partie peut-être de ceux-là à l'époque, qui sait. Des gens de gauche, il y en a eu beaucoup, hein. Vous voyez, Mitterrand et tous ses amis, dans la collaboration durant la guerre. Ah, ils se sont ressaisis, mais au début, c'était quoi la première intention? Oui, donc effectivement, hier comme aujourd'hui, savoir reconnaître et combattre une idéologie fasciste et rétrograde, c'est un devoir. Et moi, je n'ai aucun doute, pour ma part, sur mon positionnement à l'époque et aujourd'hui. Oui, et la honte, enfin moi, je n'ai pas honte pour ça, parce que moi, je ne me sens pas concerné par ça, justement. Qu'un intégriste ait, par un acte de terrorisme, le pouvoir de faire éclore des milliers de fascistes
les derniers jours l'auront tristement démontré. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est un vrai danger. Hein. Et je parle avec Rémi Adolf Hitler, là, qui a fait publier sa vidéo, là. Mais qu'est-ce que c'est? C'est répondre à une barbarie par une autre barbarie. Ben, c'est tout le chemin inverse que propose une perspective de la 6e République. Mais il faut se lever et marcher. Il faut prendre la bonne direction plutôt que de se cacher comme une autruche, là. Le petit séparatisme, c'est toi qui es en train d'en fabriquer, et en ce moment-là, et en ce moment même, car ta rhétorique sépare sans cesse. Ton ennemi juré, ton reflet, l'intégrisme, ne rêve que de cela. Mais qui sépare qui? Lorsqu'on porte un hijab, qui se sépare de l'autre? Et refuse ainsi de faire peuple. Il y a des belles choses qu'on peut faire en France. C'est un beau pays. C'est un peuple accueillant. C'est pas un peuple raciste, le peuple français. C'est pas vrai. C'est là que venaient, par exemple, les Noirs américains, quand ils étaient victimes les jazzmen, notamment, quand ils étaient victimes de la ségrégation, là, pour le coup, qui était inscrite dans la loi aux États-Unis, dans certains États américains. On n'a pas ça en France. On n'a jamais eu ça en France. C'est la France qui a un des premiers pays, sinon le premier pays, à avoir aboli l'esclavage. Par la Révolution, par la République, justement. Faut peut-être le dire, ça, mon vieux. Oui, tu devrais avoir honte de toi. Alors le lâche, vois-tu, c'est toi. Et c'est à moi qui dis ça. Non mais attends. Maintenant, on est dans l'outrance de la transgression. Ça, c'est vraiment... Là, on est dans la filiation de Clouscar. Plus c'est gros, plus ça casse, plus ça passe. L'argument vieux con, voilà, ça, je l'ai entendu ça aussi quand j'étais plus jeune. Là, quand quelqu'un disait quelque chose de sensé à un gauchiste, il lui aurait pu « Ah, vieux con !» Super argument, hein. Ça t'a vachement fait progresser le débat. Ben, c'est la même chose. Vous êtes dans la transgression. Plus c'est gros, plus ça place, plus c'est dégueulasse, plus ça passe. Non, ça passe pas. Parce que les gens qui sont menacés de mort aujourd'hui, comme Zineb El Razaoui, et tant d'autres, eux, ils sont courageux. Ils sont d'autant plus courageux, ils sont de culture et d'origine arabo-musulmane. Plus difficile pour eux. Je pense aussi à ce youtubeur qui fait des vidéos qui démontent l'islam, justement. L'idéologie. Tu le ferais bien de faire un tour sur son site. Lui, c'est un vrai courageux. Non, eux, ce ne sont pas des lâches. Et moi, je suis avec eux. Et la gauche ne les a jamais soutenus, que ce soit en France, mais aussi dans les pays musulmans. Il y en a plein qui se sont fait tuer au cours des décennies passées. Ils n'ont reçu aucun soutien de la France. Aucun soutien de la gauche. Non. Les lâches, c'est pas moi. Ça, c'est sûr. Parce que je fais. Par les émissions que je fais, notamment. Parce que je dis. Tu crois que je ne me mets pas en danger en disant tous ces genres de choses, mais je le sais pertinemment. Je sais ce que je fais quand je fais ça. Je sais que je risque ma peau. Mais moi, je suis prêt à ça. Parce que comme Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est ce qu'a entrepris justement l'initiative Une perspective, la 6e République. Et vous? Vous feriez ça? Voilà. J'ai fini cette longue émission consacrée à l'islamo-gauchisme. Je lui enverrai cette vidéo à ce sinistre personnage. J'espère qu'il se réveillera. Qui sait? Mektoub. Alors, hommage maintenant. On va changer. Malheureusement, on va rester dans le même registre.
Hommage à des victimes des barbaries. Brahim Wassaoui, Tunisien de 21 ans, qui est arrivé en Europe fin septembre par l'île italienne de Lampedusa, est entré le 29 octobre à 8h30 dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Il a d'abord décapité une femme de plus de 60 ans. Puis il a égorgé le sacristain prénommé Vincent, 55 ans. Finalement, il a poignardé une autre femme d'une quarantaine d'années. Elle a succombé à ses blessures faites au couteau. Le terroriste a été interpellé, blessé. Il est actuellement à l'hôpital. En possession d'un couteau, un homme a été arrêté par la police près d'une église dans les Yvelines. Après que son père a alerté les forces de l'ordre, quand son fils a quitté le domicile, disant qu'il voulait faire comme à Nice. Je rends hommage à ce père de famille qui a su éviter un drame au prix de la dénonciation de son propre fils. Pauvre homme. Car lui aussi, c'est une victime de la barbarie. Bien. Alors, on va passer à un registre plus joyeux. Là, pour le coup, on va complètement changer de registre. Parce que comme quoi, il y a aussi de l'espoir. Donc, je vous invite à rejoindre l'initiative, à passer à l'initiative, à vous inscrire sur le site. Au Chili, il y a une grande nouvelle quand même, hein, sur le site El Diablo, que je vous conseille, c'est un site, il y a vraiment beaucoup d'informations, c'est très intéressant, c'est très éclectique, c'est très ouvert. C'est un site de gauche, hein, pour le coup. Le pont est possible. Hein, le pont est possible. Le Chili a dit oui à une nouvelle constitution. Tenez-vous bien. Dans ce référendum, c'est oui à la nouvelle constitution à 78% des voix. C'est-à-dire que la constitution héritée de Pinochet va être changée. Vous voyez, quelle unité nationale on peut faire autour de la constitution? En Chili, je vous rappelle, il y a eu de la répression comme les gilets, bien pire que les gilets jaunes, il y a eu des morts par balles et tout ça là-bas. La police a tué des gens, l'armée a tué des gens. Voilà, la Constitution, quand je vous dis que la Constitution c'est le moyen pour s'en sortir, voilà, la voie, le Chili nous la montre. Alors, la nouvelle Constitution, elle n'est pas encore là, mais pour réunifier le peuple, voilà la bonne voie, voilà ce vers quoi il peut aller. Eh bien, on peut faire ça en France, c'est ce que propose une perspective, la 6ème République. Et pour aller vers ça, mercredi de l'espoir, la semaine prochaine, donc le 4 novembre, sera justement consacré à comment y arriver, à comment passer de l'impossible convergence de tous les mouvements qui foisonnent actuellement à la possibilité d'un tronc commun. Eh bien, c'est ce dont je parlerai la semaine prochaine, c'est ce que j'exposerai la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre patience, de votre courage pour avoir suivi cette longue émission. Mais je pense que c'était nécessaire et je ne voulais pas différer la diffusion et cette
cette analyse un peu fouillée avec cet exemple sur l'islamo-gauchisme. Et puis je vous renvoie également à l'émission qui a eu lieu justement sur l'origine du néofascisme, tel que le décrit Michel Clouscar dans ses origines, dans un précédent Chronique des barbaries, et dans un Mercredi de l'espoir, les moyens pour dépasser justement ces transgressions. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.